Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se démarre avec ces livres que j'ai reçus de la part de Free League. Donc j'ai eu un envoi express de livres sur Alien. À savoir que vous savez peut-être, mais Alien a bénéficié d'une nouvelle édition qui s'appelle l'édition Evolved, donc évoluée, qui se propose de faire quelques changements vraiment mineurs aux règles du livre, de refaire un travail de mise en page et aussi de sortir une nouvelle boîte d'initiation, ainsi que le début d'une campagne qui s'appelle c'est le Jeremiah Project, qui va nous entraîner sur 3 scénarios. Il y a le premier qui est sorti qui s'appelle Rapture Protocol, j'en avais déjà parlé, mais vous aurez la boîte de visu et il y aura aussi, il y aura plusieurs épisodes, 3 en tout. Sachant que plusieurs choses ont été déclarées à la fin de l'année par Free League vis-à-vis d'Alien. Donc, il y aurait la suite de la campagne Jeremiah qui se passera sur la Lune, sur une Lune avec des Marines. Il y aura une version Evolved Edition du Chariot des Dieux qui va sortir. Il y a une campagne de camionneurs de l'espace qui est prévue dans les tuyaux. Et dernier élément, c'est qu'après après la fin de la campagne Jeremiah, il y aura une nouvelle trilogie plus simple, a priori, plus basée sur l'action qui sortira. Donc sans plus tarder, le livre de base. Comme vous voyez, ils ont eu la délicatesse et la gentillesse de m'envoyer l'édition plus ou moins collector, donc je vois pas trop de différence à part la couverture qui est différente. Et c'est un peu molletonné, c'est un teint mat. Donc on va regarder ça sans plus attendre. Évidemment, c'est quelque chose qui n'a d'intérêt pour vous que si vous avez, en gros, si vous aimez Alien, évidemment. Et il y aura, à la fin, je vous expliquerai, mais concrètement, il y a un intérêt à acheter cette édition que pour certaines personnes, et on va en reparler. Donc de but en blanc, on a une grande carte, en tout cas de carte spatiale de tout ce qu'on peut trouver au-delà du système solaire, avec l'idée, c'est qu'en fait, il y a 3 grandes entités politiques qui dirigent l'espace. Il y a les 3 empires, je crois, qui est basé sur l'Angleterre, avec l'Inde et d'autres pays. On a les États-Unis, pour aller vite. Et le troisième, c'est une alliance de la Chine et de l'URSS. Sachant qu'à côté, il y a les factions, notamment il y a les corporations, notamment la Weyland-Yutani. Donc vous voyez tout de suite, la mise en page est très différente de la V1. Plutôt que du fond noir avec du texte blanc, on n'a que du texte blanc avec du texte qui est plutôt vert ou un petit peu noir, mais c'est beaucoup plus sobre. Donc ça, c'est la première bonne chose, c'est que c'est plutôt sympa pour les imprimantes, et 2, c'est plus simple à lire, même si évidemment la V1 est est très très jolie, reste très agréable. Il y a eu quand même un changement qui a été refait sur la topographie, sur la mise en page de manière principale, et vous verrez que les changements sont assez succincts. Essentiellement, les nouvelles choses sont prévues dans les appendices avec les life paths, donc les choix de vie qui sont un autre moyen de créer son personnage, et le mode Last Survivor qui, comme son nom l'indique, sert à jouer tout seul. Il y a d'autres choses, mais ça va être assez ponctuel. Donc, on commence avec l'introduction, qui est un grand classique, où on vous dit, voilà, vous incarnez le rôle du Game Mother, donc le jeu de mots sur Game Master, avec toujours l'idée très rapidement de vous résumer qu'est-ce qu'Alien, comment ça marche, la vie à la frontière, en partant du principe qu'au début, il n'y a pas forcément d'Alien, mais que le visionnage des films est indispensable. Mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez vu le film. Il y a quelques petits éléments qui sont donnés sur un teasing. En fait, il y a une petite histoire qui est racontée avec des enregistrements audio d'un capitaine qui se retrouve forcément avec un alien à son bord. À la fin du bouquin, il y a aussi un petit addendum pour essayer de rejouer avec comment jouer les modules de la V1 avec la V2. Ça reste assez simple, vous allez le voir. Donc on a une grande introduction c'est vraiment le chapitre introductif où on vous donne point par point qu'est-ce qui fait différer Alien d'autres settings spatiaux que vous pouvez trouver en jeu de rôle et généralement plutôt en science-fiction. Donc vous l'avez deviné, c'est les corporations qui dirigent tout, la vie n'est que, l'espace c'est l'enfer, donc vous passez votre temps à en baver. Mais il y a effectivement l'idée que on joue juste après, quelques années plus tard, quelques années après les événements d'Alien 3. Donc ce qui veut dire qu'il y a un pamphlet qui a réussi à sortir de l'un des prisonniers d'Alien 3 sur les aliens en fait, donc un peu
un peu rabiboché évidemment avec beaucoup de rumeurs et des choses qui ne sont pas forcément à 100% véridiques. Mais ça veut dire que ce livre se fait passer sous le manteau et qu'il y a beaucoup de colonies externes qui ont plus ou moins la capacité de savoir qu'il y a autre chose qui vit dans le monde. Et évidemment, à cela s'ajoutent des cultes qui vont être très importants, notamment dans la campagne Jeremiah, puisque il y a un culte justement qui cherche, qui cherche à trouver une sorte d'étincelle de divinité et qui pense que en fait, les aliens sont cette espèce d'espèce supérieure divine. Les aliens seraient des anges, ce qui évidemment, ils vont aller de surprise en surprise. On a une timeline qui récapépète le setting. Donc, l'un des principaux scénaristes de la franchise Alien des films a travaillé sur ce livre. Donc, c'est main dans la main. Ça, c'est un peu la grande force aussi de Free League. C'est que non seulement ils arrivent à avoir des grosses licences, mais ils arrivent à avoir derrière des gens qui travaillent pas mal sur le contenu des mondes et des scénarios. C'est aussi le cas avec Blade Runner, où ils ont eu quelqu'un de Helcon qui est venu, donc la boîte de production avec laquelle a bossé Villeneuve et qui est responsable des droits de Alien. Donc là, on a une mise à plat qui est assez simple. Hein. Donc on commence avec Prometheus, où il y a le personnage de Keepers, Peter Weyland, qui commence, espèce de, si vous ne l'aviez jamais vu, il a fait une fausse TED Talk en 2023 en disant on va dans l'espace. Puis il y a l'histoire de Prometheus qui se passe quasiment 70 ans plus tard. On arrive sur Prometheus, on a la premier contact dans le film Covenant. Non, pardon, je vais y arriver, c'est Prometheus, il y a premier contact avec les aliens ou en tout cas les ingénieurs. Alien 1, quasiment 40 ans plus tard, qui se retrouve, où le Nostromo se retrouve face à un alien et des ruines, le Derelict, donc avec le Space Jockey qui fait un peu toute l'iconographie, puis cryogénisation. On se retrouve sur les événements d'Aliens, avec la fameuse colonie LV-426 qui va avoir des gros problèmes et qui sera au cœur de la boîte d'initiation. Et enfin, Alien 3 un peu plus tard avec l'espèce de prison où Ripley va rencontrer un peu la fin de son histoire. C'est assez marrant, il y a aussi l'intégration qui est faite de... Alors très succinctement, il y a des éléments sur... alors je crois pas que Covenant est pas forcément lié, mais par contre on voit le jeu vidéo Alien Isolation avec la fille de Ripley parce qu'il y a la mention de la station spatiale sur laquelle elle a disparu. Et il y a aussi un petit lien avec Alien Romulus, puisque vous verrez qu'il y a la description de la station spatiale sur laquelle se place le début du film. Donc on récapitule très rapidement les carrières qui peuvent être faites, donc les types de personnages que vous allez pouvoir avoir, avec essentiellement, on vous en donne 4, mais il y en a 3 qui sont vraiment importants. Il y a le profil camionneur de l'espace qui renvoie à Alien 1, les marines coloniaux qui renvoient à Alien 2, et les colonistes, donc les gens qui vivent, les colons qui vivent sur la frontière, qui là n'est pas forcément, qui est traité un petit peu en manière parallèle dans Alien 2, dans Aliens, mais c'est aussi un autre type de mode de jeu, sachant que l'idée principale de Free League, ça va être d'offrir à chaque fois des campagnes et des suppléments pour chacune de ces types de jeux. On attend toujours le type Space Trucker qui devait arriver, mais celui pour les colons et pour les Marines est déjà présent. Il y en a aussi un quatrième sur les représentants des compagnies qui viennent se lever un peu là-dedans. Donc vous le connaissez, il y a 2 pitchs aussi, c'est le fameux, enfin il y a le one-shot et le jeu en campagne, donc comme dans tout jeu de rôle, sauf que là on vous dit clairement que le jeu en one-shot c'est fait pour quasiment le fait que tout le monde va mourir et que la seule manière, enfin, et qu'il y aura peut-être un survivant comme dans les films, donc c'est vraiment très semblable à ce qu'on peut attendre d'un alien. Et le jeu par campagne, c'est plus tricky. Il faut créer des personnages, il faut les faire jouer. Donc évidemment, il faut maintenir peut-être la létalité à un niveau pas forcément trop élevé, sinon ça risque de tourner court. Et les thèmes principaux sont évidemment l'aurore spatiale, l'action de science-fiction et le sens de dépaysement face aux gigantesques choses que vous pouvez avoir. Le système est assez... si vous connaissez un peu Free League, vous n'allez pas être dépaysé, c'est très simple, c'est des D6. Vous lancez des D6 qui associent une statistique avec une caractéristique, et le but c'est de faire des 6 sur l'échelle. Sinon c'est un échec. À cela s'ajoute, donc on va voir un autre élément qui va être le stress, qui a été un tout petit peu revu pour ce système. Mais l'idée c'est que voilà, vous avez 4 caracs, la force, l'agilité, l'empathie et l'astuce. Vous pouvez aussi jouer un androïde qui ont un système différent. Donc les androïdes en fait sont généralement cachés, puisque le grand twist du jeu c'est que les androïdes sont souvent dans le film en fait. Si vous vous rappelez Alien 1, on n'est pas censé savoir qu'il y a
qui est un Android d'abord, sachant qu'en plus tous les personnages ont des objectifs qui peuvent évoluer dans le style de jeu en one-shot, donc le style cinématique, où en fait plus l'histoire du film avance du scénario, plus vos objectifs diffèrent. Et donc les robots, les androïdes, eux, sont beaucoup plus forts, n'ont pas de stress, et évidemment sont perçus avec méfiance souvent par les humains pour souvent de bonnes raisons. Les talents sont donc la troisième mamelle du système Zero Year Engine, c'est les talents qui sont en gros des mots-clés qui vous donnent un bonus spécial dans certaines circonstances. Souvent c'est un plus à un dé, c'est relancer un dé. Ça c'est rigolo de voir à quel point le système Year Zero Engine, qui a plein de différentes altérations selon le jeu, commence un peu à synthétiser, on va le voir aussi un peu plus tard. Il y a des changements de nomenclature qui sont faits, alors très simples, hein, mais qui apparaissent aussi pour essayer de rendre toutes les itérations du Year Zero Engine cohérentes entre elles. Donc la création, c'est tout bête, hein, vous répartissez des points. On a refait un peu au propre les pages, vous voyez, de création de personnages avec une page par personnage, et là on est sur un mode beaucoup plus simple, on vous dit voilà, vous voulez faire un Marines, voici les tribus clés, voici vos compétences, votre talent, votre nom, et éventuellement ce que vous voulez faire, enfin votre objectif personnel. Donc les marines coloniaux, les marshals, les agents de la compagnie, un gamin évidemment, le médecin, l'officier le pilote, le scientifique et le roughneck, donc l'agent de manutention, qui sont les principales carrières. En gros, c'est entre parenthèses des classes que vous pouvez jouer, qui évidemment n'auront pas forcément le même intérêt selon le type de scénario qui est fait, si vous devez créer votre personnage. Souvent, les scénarios, beaucoup des scénarios qui vous sont apportés dans Aliens sont des boîtes ou ont des pré-tirés pour essayer d'aller en cohérence avec l'histoire. Et donc comme ça, puisque c'est essentiellement des jeux par one-shot, donc en fait, pour rendre les personnages plus intéressants, on vous donne déjà des pré-tirés, des histoires et des objectifs personnels. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont beaucoup rajouté aussi de petits tableaux pour synthétiser ce qui se passe quand, par exemple, bah, vous lancez un jeu de compétences. Donc vous lancez autant de dés que vos attributs plus compétences. Vous mettez des modificateurs selon la difficulté, l'équipement, ou si vous faites filer un coup de main. Vous ajoutez les dés de stress qui sont équivalents à votre stress. Donc on rappelle, et vous lancez tous les dés. Donc soit vous réussissez, soit vous faites un échec, que vous pouvez relancer potentiellement, mais avec du stress. Et sinon, bah, si vous avez un petit alien, donc vous faites un 1, un facehugger, vous prenez du stress, et donc vous avez une réaction qui, est qui peut être assez négative, voire très très négative. L'idée essentielle, évidemment, c'est que plus vous avez de stress, plus potentiellement vous pouvez réussir un jet, parce que vous relancez, vous avez des dés supplémentaires, mais plus vous avez de chances de paniquer, parce que vous avez aussi beaucoup plus de chances de faire des petits facehuggers, et donc de foirer intégralement votre jet. Donc ces petites choses sont apportées à droite à gauche. Le stress, c'est un truc qui augmente jusqu'à un... Je ne sais plus s'il y a un cap, mais en tout cas, il augmente, ce qui fait que petit à petit, le stress peut même quasiment dépasser votre base de dés. Donc ça commence un peu à schlinguer. Il y a donc, comme dans la grande sélection Zero Year Engine, vous avez la possibilité d'avoir des modificateurs par rapport au matos, par rapport au fait que quelqu'un vous aide ou pas. On n'oublie pas, hein, que statistiquement, c'est quand même assez élevé. Le taux d'échec est quand même assez élevé dans le jeu, donc il vaut mieux mettre toutes les chances de se compter quand on fait un jet. Et le stress, voilà, la grande différence, c'est qu'il y a une nouvelle caractéristique, hein, qui est une caractéristique, donc c'est une caractéristique passive qui, je crois, est obtenue en ajoutant l'astuce et l'empathie, qui en gros est une sorte d'armure psychique que vous utilisez pour réduire le niveau de stress que vous prenez. Grosso modo, quand vous faites un petit facehugger sur votre jet, vous devez faire une réponse de stress. Donc ça veut dire, vous lancez votre D6, vous ajoutez votre jeu de stress, donc ça n'a pas changé, et vous lisez le résultat. Sauf que cette fois, maintenant, vous pouvez vous retirer automatiquement votre resolve passivement, comme si c'était de l'armure, au geste qui permet de limiter quand même un petit peu ce que vous prenez dans la tronche. On notera que les effets du stress sont moins violents, dans le sens, c'est pas tout de suite vous commencez à paniquer, à hurler, vous avez juste des malus à certaines caracs ou certaines compétences. Mais il n'est plus question de juste se mettre dans une boule, perdre son arme, c'est beaucoup plus abordable. Ensuite, donc on a déjà opposé, on a un peu tout, donc les compétences sont toujours... Ça n'a pas trop changé, hein, vraiment. Je passe assez rapidement. Si vous avez le bouquin de base, il y a plein de gens qui ont fait une très bonne analyse du bouquin, vous pouvez lire plein de critiques. Les talents sont répartis selon toujours les personnages que vous jouez, donc ça c'est aussi assez similaire à Vaesen. Et il y a des talents généraux.
La furtivité va aussi subir donc un changement. Ils ont un peu changé donc en gros, si vous le souhaitez, donc et aussi si vous voulez acheter des figurines, parce qu'ils ont sorti des figurines, il y a tout un deal avec la nouvelle version, donc c'est pour un peu vous aider avec les cartes qui peuvent être utilisées de la sorte. Toujours le système de zone qui est présent. Est-ce que je suis à côté de vous en adjacent? Donc ça, je crois que ça a changé, c'est plus le même mot-clé. Courte, lointaine ou très très loin, donc ça sert à la fois pour le visuel, à la fois pour les portées des armes, évidemment. Autre chose, donc on est passé il me semble que tout ce qui était stretch, round, stretch, shift, c'est les 3 dénominations qui sont utilisées pour toutes les itérations maintenant du Zero Year Engine pour essayer d'harmoniser encore une fois les unités de temps. Mais c'est un peu toujours pareil, c'est un round, donc c'est une dizaine de secondes, une stretch c'est 5 à 10 minutes et un shift c'est 5 à 10 heures. Et ça c'est peu ou prou la même chose pour tous les jeux. La furtivité a cette différence que maintenant elle est beaucoup plus simple, donc en fait vous bougez d'une case. Si vous passez dans la ligne d'observation d'un PNJ, donc une zone, hein, c'est pas des cases, pardon, vous passez dans la ligne de mire d'un PNJ, il a le droit de faire un jet passif d'observation. Si l'un d'eux réussit à ce moment-là, ils peuvent faire se révéler, mettre une embuscade, se planquer ou repartir. Et ensuite, les PNJ bougent, eux, d'une zone, sauf les xénomorphes qui, évidemment, sont beaucoup plus rapides. Donc, ils bougent d'une case par un point de vitesse qu'ils peuvent avoir. Et puis, on recommence sur un mode de stretch. Donc, à chaque fois, c'est 5 à 10 minutes, si je ne dis pas de bêtises, les stretch. Ouais, c'est ça. Donc, et si vraiment ça vous saoule, vous pouvez essayer en fait de faire. On vous propose un système qui est encore plus loin, sans table, pour essayer de rendre le système de furtivité beaucoup plus simple. Mais évidemment, ça vous enlève un certain sel, puisque tout le truc, c'est que l'alien se déplace en même temps que vos personnages et qu'il faut essayer de rester le plus discret possible, si possible. Donc le combat, donc c'est un peu toujours pareil, on tire les cartes. On a encore une fois des changements très mineurs avec des noms qui changent, donc c'est plus, je crois, c'est plus demi-action, c'est action pleine ou action rapide, ce qui parle le plus. Mais c'est essentiellement ce que vous avez trouvé en fait, c'est vraiment des petits changements de mobilité, enfin des petits changements de taxonomie ou assimilés pour rendre un peu les choses plus cohérentes. On remarquera que c'est quand même beaucoup plus propre. Très rapidement, on a toutes les informations, on a toujours des tables pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, que les résolutions la résolution des différents cas de figure. Au niveau des dégâts, il y a un petit changement qui va être fait, c'est que l'armure est maintenant passive. C'est-à-dire que c'est plus comme dans, par exemple, Coriolis, où l'armure vous donne des points passifs, vous lancez, et si vous arrivez à faire des 6 sur votre armure, ça réduit les dégâts. Maintenant, c'est juste un truc sec. Ça va de coïncidence, donc ils ont un peu rebossé aussi les synergies avec les barrières qui marchent avec l'armure, donc en gros pour vous protéger. On verra, mais les tables de dégâts sont quand même moins vénères qu'avant, c'est-à-dire qu'on met quand même un peu de temps avant de finir one-shotter ou tuer, ce qui n'est pas dégueulasse et qui conduit un petit peu comment dire, la durée de vie de votre personnage. Ensuite, les jets de panique, donc c'est là où ça change encore un petit peu. Les jets de panique, en fait, sont maintenant uniquement activés par rapport à des déclencheurs. Donc le déclencheur est lié. Donc le niveau de stress, vous le connaissez, peut augmenter quand vous poussez un jet et vous ratez, quand certains personnages à côté de vous paniquent ou on rate un jet de stress, quand on commence à tirer comme un malade avec une arme, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes attaqué par quelqu'un de votre équipage, quand il y a un personnage qui est révélé comme étant un androïde, généralement les deux vont de pair, ou sinon c'est selon ce qu'imagine le MJ, et à côté il y a le jet de panique. Donc le jet de panique c'est beaucoup plus violent en fait, c'est vous perdez le contrôle de vos personnages en général. C'est vous voyez un de vos potes s'effondrer par terre, il y a un xénomorphe qui apparaît à côté de vous, qui est juste à côté de vous, vous voyez quelqu'un mourir, enfin c'est vraiment la catastrophe. Vous lancez c'est un peu le même système, vous lancez un D6, vous ajoutez votre niveau de stress, et vous retirez votre résolve, donc toujours cette statistique supplémentaire qui est ajoutée, et ça va assez bien, enfin ça va assez loin au début, c'est juste vous poussez un hurlement, vous faites du bruit, vous perdez un objet. Donc ça c'est pas mal, c'est que c'est pas automatique. Avant c'était souvent vous perdez tout ce que vous avez en main. Là c'est maintenant vous perdez juste un objet, c'est pas vous laissez tomber automatiquement votre arme. Donc ils ont été un peu plus soft dans la gestion de la panique. Donc le reste n'a pas trop changé, hein, la fatigue, les explosions, c'est toujours assez propre. Il y a tous les systèmes de souffrance que vous pouvez imaginer
dans le jeu. Ensuite, au niveau de ce que j'ai vu, alors j'ai pas fait tout le tour hein, de l'inventaire, mais il y a quelques armes qui ont été renommées ou changées ou ajoutées, quelques autres trucs, mais très très sobres qui ont été retirés, notamment, je sais plus, les sodas, enfin ça va pas très très loin. Il me semble qu'ils ont ajouté l'une des armes de Alien Romulus, là, l'un des fusils Pulse. Donc c'est toujours... il y a quand même à boire à manger, il y a beaucoup beaucoup de choses en toutes circonstances pour justement créer un petit peu, je pense, votre propre campagne ou votre propre scénario, parce qu'il y a beaucoup des choses qui vous sont proposées ici. Soyons honnêtes, sur un scénario classique d'Alien, je pense pas que vous allez avoir besoin de tout ce mille-blick, surtout les véhicules, à moins peut-être de jouer des Marines. Et c'est assez cohérent avec l'ensemble. Il y a toujours ça c'est vachement bien, il y a des plans partout qui vous montrent toujours à quoi ça ressemble, ce qui est quand même assez agréable et qui rend un peu le livre plus une bible technique que juste un livre de jeu de rôle. Donc des vaisseaux que vous rencontrerez, que vous reconnaîtrez sûrement. Ensuite, on a les règles qui sont liées. Donc il y a un peu tout le côté setting, mais c'est surtout en fait toutes les règles qui sont liées au pilotage des vaisseaux. Donc c'est essentiellement pour ceux qui vont jouer forcément des pilotes, avec les boosts, les atterrissages, les problèmes neurologiques qui peuvent arriver quand vous utilisez le passage plus vite que la lumière et que vous n'êtes pas endormi, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc ensuite, on a un descriptif essentiel de la vie dans l'espace, donc se poser, comment ça marche, à quoi servent les stations spatiales, à quoi ressemblent les colonies qui sont au bout du monde, le terraforming. À chaque fois plutôt sympa, on a toujours des éléments supplémentaires sur... On prend on vous donne une station orbitale, on vous donne une colonie, on vous fait un descriptif et on vous explique potentiellement comment avoir un petit scénario dessus, ou au moins une bribe et une once de scénario. Donc voilà, les coûts de la vie, la religion, et tous les éléments par rapport au vaisseau. Donc c'est assez dense, je ne vais pas m'attarder dessus, vous avez tout ça déjà en VF sur la V1, avec les prix, les coûts, la réparation, les armes, les modules offensifs, défensifs, les upgrades que vous pouvez fournir. C'est plus intéressant en campagne quand vous possédez votre propre vaisseau, c'est sûr. Ensuite, on a toute une description des gros vaisseaux que vous pouvez rencontrer, avec évidemment le Corbellan, le Nostromo, tous les prototypes que vous pouvez enfin tous les types de vaisseaux qu'on croise dans la série. Vous remarquerez à chaque fois des stats, parce qu'il y a aussi tout un élément, il y a toute une partie des règles qui est dédiée au combat spatial, qui a été un peu revue, notamment au niveau des déplacements, pour rendre ça beaucoup plus similaire au combat à pied, simplement, avec les différences de distance, d'espace, les senseurs et détecteurs. Et ça reste assez compliqué. Je ne sais pas si beaucoup de gens auront l'occasion d'utiliser ce type de règles, puisqu'il y a quand même donner des ordres, utiliser les senseurs, bouger, tirer. Et à chaque fois aussi, on a l'idée que chacune des phases permet de faire rentrer quelqu'un de l'équipage dans le cœur de l'action. Donc évidemment, c'est les ingénieurs qui vont rentrer pour réparer le vaisseau, le XO ou les officiers pour tirer, des réparations par les roughnecks, donc par les tauliers du vaisseau. Et on va quand même assez loin, même si moi je vois pas techniquement l'utilité, parce que pour moi Alien c'est pas forcément du combat spatial, mais on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer ce combat dans l'espace, avec un exemple purement et simplement sur 2 pages des phases d'attaque, de détection pour bouger. Le chapitre pour le maître du jeu, on vous explique les grands concepts du jeu, les thèmes, donc évidemment revoir les films, faire de l'horreur, gérer la tension, les laisser respirer, pousser les gens pour qu'ils essaient de réaliser leur plan. Comment gérer, donc toujours pareil, le concept de stress et d'horreur, c'est que au début vous avez peur, donc il y a une sorte de moment d'appréhension. Il y a la terreur quand vous sentez que quelque chose va arriver, et évidemment l'horreur quand vous êtes face au monstre. Des grands classiques mécaniques qui sont utilisés dans beaucoup de jeux de rôle, dans beaucoup de séries, mais qui ne font pas de mal justement à être récapitulés. Le style de jeu cinématique qui, à mon avis, enfin, j'ai pas testé de campagne, hein, donc j'ai juste joué moi sur des petits scénarios qui est le cœur vraiment de la structure à la Alien, avec 3 actes. On arrive, 2, on comprend ce qui se passe, et 3, on essaie de se barrer pour aller vite. Hein. Avec résolution évidemment des objectifs perso qui peuvent s'entrechoquer. Et le style en campagne qui est pas très poussé, en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc c'est sûr qu'après,
c'est mieux de choper une campagne pour essayer de voir un petit peu comment c'est fait. Mais il y a beaucoup de travail qui est à faire par vous-même. Heureusement, le livre vous donne quand même beaucoup de choses pour pouvoir générer des planètes, des vaisseaux, des histoires. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Et ça, c'est très cool. Il y a une liste de lecture sur... alors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient accessibles en français, mais c'est essentiellement des romans BD, notamment, je pense à Dark Horse, qui avait fait énormément de BD aliens avec qui j'ai grandi, enfin des comics avec lesquels j'ai grandi quand tout petit. Il y a aussi le guide technique des marines coloniaux, qui est un très très vieux bouquin, qui est très bien, et le rapport Weyland-Yutani qui donne plein d'idées à faire. Par contre, je déconseille fortement, il y a Marvel qui a ressorti une nouvelle série de comics Alien que je trouve très très laide, et l'histoire vraiment nulle. Donc si vous voulez lire du Alien, je vous conseille de choper les omnibus qui ont été faits par Dark Horse quand ils avaient encore les licences, parce que ils ont quand même bossé quasiment pendant 20 ans sur Alien, donc ils s'y connaissent plutôt bien. Ensuite, on a le monde, le world building, donc le monde d'Alien en soi, avec ce que je vous expliquais, donc les différentes entités politiques qui existent, leur histoire, donc les trois empires, les Amériques unies et l'union des peuples progressifs, donc, qui est en gros les communistes, avec aussi d'autres factions, notamment les colonies indépendantes, la commission du commerce, qui sont plutôt des entités neutres, et évidemment la Weyland-Yutani, qui est une espèce d'immense corporation qui semble dominer beaucoup de choses, mais qui n'est pas la seule. On marquera l'illustration des Dogcatchers, qui sont une équipe qui est spécialisée, qui ont des armures spéciales, et qui sont spécialisées pour appréhender des xénomorphes. La Salle Bionational, qui est plutôt un truc de laboratoire. Sixon, qui est l'entreprise qui fait un peu les robots, mais cheap, par rapport au matériel de qualité de la Weyland-Yutani. C'est eux qui font notamment les Working Joe, qui, si vous avez joué qui sont des androïdes en fait des androïdes de travail sur les stations. Si vous avez joué Alien Isolation, je pense que ça vous rappellera de très très mauvais souvenirs. Ensuite, c'est là où ça devient très très dense. Il y a tout un archipel un guide du routard galactique avec le secteur solaire, les différents systèmes et planètes qui existent dans le monde. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est que non seulement vous avez des stats avec la carte, mais vous avez aussi de temps en temps donc des descriptions pour un peu vous donner quels sont les mondes auxquels on peut avoir accès, les colorations. Il y a évidemment les descriptifs, les rumor control qui sont en gros les histoires pour le MJ sur ce qui s'est vraiment passé sur telle ou telle planète. Fury 161, c'est la planète de Alien 3. Donc vous avez un récapépète de Alien 3 et surtout qu'est-ce qui se passe après en fait. C'est-à-dire que potentiellement, il y a peut-être un tout petit bout de ruche alien qui se planque dessus et peut-être que ça vaut le coup d'aller enquêter. En tout cas, la Weyland-Yutani essaiera d'y retourner un jour après parce qu'ils ont vendu la planète à la fin d'Alien 3. Il y a, et les territoires évidemment extérieurs. Donc là, vous reconnaissez un petit peu, je crois que c'est potentiellement la planète de Covenant, si je ne dis pas de bêtises, avec les spores qui se baladent partout. Je reconnais les chapeaux. Il y a à boire et à manger, hein, c'est quand même c'est une trentaine de pages, donc c'est pas rien. C'est quand même un gros morceau du livre qui est là justement pour donner un peu la coloration à tout ça, avec donc les fameuses planètes rencontrées dans Prometheus, puis dans Alien et Aliens. Il y a Jackson Star, donc ça c'est la colonie que vous voyez au tout début de Alien Romulus, où l'héroïne et son robot tentent en fait de se parer, donc vous pouvez voir temporairement qu'est-ce que la vie sur les colonies, et c'est pas aussi fun que dans Aliens 2. Dans Aliens, là les gens sont complètement exploités, c'est un cauchemar. Beaucoup de choses à boire et à manger, et enfin on arrive sur les espèces aliens qui récapépètent tout un peu la mythologie, si on peut dire, de Alien avec les ingénieurs, qui ils sont, comment ils ont vécu, leur technologie, notamment leur flûte, et les xénomorphes en long et en de travers avec les différentes phases d'évolution. On vous explique concrètement que les xénomorphes sont un cycle de vie et de mort et que vous n'incarnez que la mort dans ce cycle, à savoir que vous allez vous faire choper, transformer, choper par un œuf, après vous pouvez vous faire choper par un alien qui vous transforme en œuf, ce qui est très agréable, et il y a toutes les descriptions des types de mutations possibles ou de variations de l'alien, avec l'alien classique, où en gros on leur donne, ils ont tous des spécificités, ils ont tous plus ou moins des choses qui sont pareilles, grosso modo l'alien est immunisé aux radiations, il est immunisé au stun, donc il peut pas tomber dans les pommes, enfin vous pouvez pas le cogner pour qu'il s'effondre, et après on vous donne en fait les différentes variations, donc les étapes, évidemment avec l'ovomorphe, le facehugger,
Le Chest Buster, le Bambi Burster, qui est la version avec l'animal, donc je crois que c'est dans Alien 3, le Diablotin, Imp, et après les différents types que vous avez, donc le drone, le scout, le stalker, qui sont tous en fait des itérations qu'on a vues dans les films ou dans les BD, qui ont plus ou moins le même concept et une évolution au fur et à mesure, parce que plus ils montent de stage, plus ils sont balèzes. Après, ils peuvent devenir des aliens qui travaillent dans une ruche, donc des soldats, des travailleurs ou simplement des patrouilleurs. Et enfin, le pire du pire, c'est la garde prétorienne, la reine ou le crusher, que je ne sais même pas ce que c'est. A priori, c'est une espèce de gros... c'est la reine met de la gelée royale et des éléments de métal sur un alien et devient une sorte de Triceratops alien. Ça a l'air assez monstrueux. Et la reine, on vous dit, non mais quand vous regardez les conseils qui sont donnés pour affronter la reine, c'est marqué, quand vous battez contre enfin si vous devez vous débarrasser de la reine, n'essayez même pas. Les néomorphes qui sont introduits, si je dis pas de bêtises, dans Covenant, qui sont en gros une sous-différence d'aliens, ils sont un peu plus pâles, ils sont un peu moins costauds et surtout ils explosent dans un vaisseau sanguin. Je crois qu'ils explosent au niveau de dans votre colonne vertébrale, ce qui n'est pas non plus très agréable. Et on a d'autres créatures qui ne sont pas forcément mises dans les films, mais présentes dans l'univers étendu. C'est tous des espèces de grosses créatures dégueulasses ou pas agréables qui font souvent c'est des vers de terre de 4 mètres de haut ou des scorpions très néfastes. Il y a clairement, l'espace n'est vraiment pas fait pour vous. Enfin, plus le cas de la campagne, où évidemment ils vont vous proposer les différents types de campagnes dont je parlais, les camionneurs, les marines et les colons, avec évidemment, mais n'oubliez pas, on a sorti déjà 2 livres sur ce contexte-là, ne soyez pas bêtes, et ensuite c'est plus la génération de monde, donc c'est comment créer un monde avec les géosphères, les atmosphères, donc il y a tout, c'est des pages, avec des missions possibles pour les 3 types de personnages. Donc des tables à boire et à manger, ce qui est pratique pour faire des choses sur le pouce. Ce que vous pouvez rencontrer, les twists de l'histoire, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un meurtre dans l'équipe, est-ce que finalement on n'a pas tous été envoyés à notre mort par la Weyland-Yutani, ce qui est un grand classique. Ce que vous faites durant votre temps de pause. Et toute une ribambelle de profils de PNJ pour vous aider à concevoir et à rendre une campagne assez intéressante. On a ensuite la description, alors je crois que ça a été rajouté, c'était pas présent dans la première version, le secteur Tartarus, qui sont des secteurs supplémentaires ajoutés. Et avec à chaque fois des éléments, des pistes pour pouvoir en fait rendre vos personnages, pour pouvoir impliquer vos personnages. Jackson Star, donc, était proéminente dans Alien Covenant, avec sa structure. Donc c'est vraiment bien, par contre, là on a vraiment une carte de comment est foutue la station, la colonie, et comment pouvez-vous intégrer là-dedans. Novgorod Station, donc si je dis pas de bêtises de tête, alors je vais peut-être dire il me semble que c'est la station qui est d'Alien Isolation, que vous voyez en long, large, en travers dans le jeu, et là au moins vous avez tout est profilé pour vous aider à comprendre comment c'est foutu. Il y a une très très belle carte encore une fois. Évidemment vous n'êtes pas obligé de jouer, je pense, à Novgorod, mais c'est pour vous donner au moins un exemple de station orbitale et comment elles peuvent être utilisées. Les plans sont absolument démentiels, enfin, c'est vraiment du super boulot. Et enfin on arrive sur la fin avec les choix de vie qui sont qui est un truc qui vient de Burning Wheel, je crois. Qui vous permet de créer un personnage au fur et à mesure avec un système génératif sur votre race, votre origine, ce que vous avez fait au début de votre vie, un événement qui a bouleversé votre vie, puis peu à peu vos changements ainsi que votre évaluation psychologique. Donc c'est assez rigolo, c'est quasiment de la gestion aléatoire de création aléatoire de personnages. Et enfin les règles de solo, donc je suis pas expert, mais je pense que Alien se prête très très bien. C'est un bonus qui a été conçu grâce au Kickstarter, en fait, le fait que ça a très très bien marché. Donc c'est vraiment, il y a une 20aine de pages sur comment jouer tout seul pour survivre face à un alien, les dangers, les missions à faire. Donc je pense qu'Alien se prête particulièrement bien pour jouer en solo, même si souvent ça se finit, en fait, les scénarios standards se finissent en solo. Mais là, vous pouvez jouer dès le début comme ça. C'est des implémentations qui sont de plus en plus faites, parce que pour Coriolis aussi, ils avaient fait ça. Vous pouvez jouer un explorateur tout seul. Il y a vraiment à boire et à manger, encore une fois, tout ce qu'il faut, les règles pour le combat solo, les règles pour le combat spatial solo. Alors là, ça commence à être assez rock'n'roll.
Et enfin, on a toutes les modifications par rapport à la V1, si je dis pas de bêtises. C'est pour vous aider en fait sur le. Vous voyez par rapport à la première édition, seconde édition, les changements qui sont faits. Mais c'est essentiellement pour l'équipement, c'est là où ça pêche un peu, donc aussi la nouvelle feuille qui est refaite, c'est propre. C'est un peu ce qui est dommage, c'est que ce qui manque, et c'est quelque chose qu'ils avaient promis, c'est de faire un PDF gratuit sur les changements de règles par rapport à la V1, pour que les gens de la V1 puissent profiter de la version Evolved et vice-versa. Et a priori, c'était quelque chose qui était prévu, hein, c'est pas moi qui invente, c'est Thomas Langstrom qui en avait parlé sur le teasing il y a 7 ou 8 mois sur le Kickstarter, et depuis, il n'y a plus rien, donc c'est un peu dommage, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre que souvent les éditeurs font, à savoir comment passer la V1 à la V2 ou vice-versa. Et là, ça manque un peu, parce que moi, je le fais comme ça à l'arrache, mais il est clair que pour vous, si par exemple, vous avez la V1 et que vous hésitez à acheter la version Evolved, au moins savoir qu'il y a un PDF gratuit qui vous permet de voir les changements et de garder votre matériel et de l'utiliser tranquillement, ça serait plutôt sympa, parce qu'il y a des changements qui sont plutôt de bonne aloi, notamment le changement sur le stress, le fait que les aliens aient des tables moins violentes aussi pour leurs attaques, la furtivité. Donc c'est des petits changements qui sont agréables, mais le mot clé c'est petit. Je peux pas vous... Donc, comme je disais au début, la version Evolve s'adresse à plusieurs personnes, donc évidemment aux collectionneurs, c'est très intéressant. Second, aux personnes qui n'ont jamais acheté de livre, tout bêtement. Si vous n'avez jamais acheté de Alien, autant partir sur celle-là, parce que la mise en page est plus simple, il y a des changements mineurs, et puis c'est la version définitive du bouquin. Mais c'est vrai que sinon, je ne peux pas vraiment vous la conseiller de but en blanc si vous avez le premier livre, enfin si vous avez la première édition, et que vous dites, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il y a, autant vous garder, autant essayer de retrouver quelqu'un qui va le faire, je suppose, ou le document officiel qui va sortir par Free League avec tous les changements de règles, et après vous achetez le matériel qui va sortir, qui lui est complètement nouveau, parce qu'en l'état, la description de 2 colonies supplémentaires, plus un teasing sur Alien Romulus, ne vaut pas forcément le coup de rempiler, c'est quand même à chaque fois 50 balles qu'on vous demande de sortir. Bon, c'est quand même un peu limite. Il est sûr qu'évidemment la V1, enfin le livre de base de la V1 va peu à peu m'être mis hors de portée, et que si vous l'achetez, profitez-en, parce qu'à mon avis il va disparaître au profit de la version Evolved, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la question c'est évidemment rempiler n'est pas... Je ne peux pas vraiment vous le conseiller, hein, c'est pas... Et je pense qu'en plus c'est beaucoup plus succinct que par exemple ce que veut faire Cubicle 7 avec la Warhammer V5, qui à mon avis sera moins important sera plus important que ça. Donc je peux pas vous justifier même juste pour les règles, parce que les changements sont encore une fois au mieux simples, au pire cosmétiques, et ça ne justifie pas l'achat d'un bouquin juste pour ça. Par contre, ouais, si vous êtes collectionneur, vous avez jamais acheté le bouquin et que ça vous intéresse, faut foncer. Moi après Alien, c'est vrai que j'aime beaucoup y jouer. J'aime beaucoup maîtriser le matos qui est sorti, mais c'est comme Blade Runner, je vois pas trop, je vais pas dire l'intérêt, mais je vois pas, ça me semble trop compliqué et trop difficile de créer moi-même mes propres scénarios et mes propres campagnes dans un monde qui est justifié en fait essentiellement par l'existence de films. Bon, un peu de bande dessinée, mais surtout de films, et ça me paraît très très difficile d'imaginer quelque chose d'intéressant dans ce monde qui n'implique pas les aliens, donc avec des scénarios sans mortalité, parce que en gros, à chaque fois qu'il y a un alien, le scénario devient très très vite extrêmement létal, et sans les aliens, j'ai l'impression de voir un système générique de spatial un peu dystopique, mais pas non plus énormément, et je vois pas ce qui va le distinguer de... Enfin, je sais pas, moi je préfère autant partir sur Traveler ou des propositions très fortes comme Coriolis, mais c'est sûr que si on retire l'alien dans Alien, disons du coup c'est un peu différent. Après, je préfère être parfaitement clair, j'ai pas joué à tout, j'ai pas lu tous les bouquins, moi j'avais la bonne initiation et le livre de base, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour vous donner ces éléments-là. En tout cas, donc n'oubliez pas, hein, c'est une copie qui m'a été envoyée en tant que disclaimer, c'est une copie que j'ai pas achetée. Hein. J'ai acheté le Kickstarter, mais c'est c'est une copie qui m'a été donnée par Free League. J'aurai aussi donc la bonne initiation, Hadley Last Hope et Rapture Protocol, qui est le premier chapitre dans la nouvelle campagne qui sort. Je les ai reçus aussi, donc je pourrais vous les montrer et un peu analyser la boîte en elle-même. Et je pense que j'ai fait le tour, donc encore une fois, c'est entièrement à vous que revient la décision d'acheter ou pas ce jeu quand il va sortir en français, puisque vous pouvez être sûr
que Arcane Asylum va le sortir en français, ça c'est évident. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Référez-vous à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce que ça vous semble justifié pour quelques règles et 3 éléments supplémentaires de cartographie d'acheter le livre? Alors certes, c'est beaucoup plus propre, mais moi, je serais vous, si vous n'êtes pas prêt à investir, attendez juste que quelqu'un, je suis sûr il y aura forcément des bonnes âmes qui vont nous sortir un espèce de petit supplément gratuit qui résume les changements de règles et vous roulerez très bien avec ça, quoi. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, salut!